Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Road to 500K. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, cette série a pour but de documenter mon parcours d'investisseur et d'entrepreneur jusqu'à 500 000 euros de patrimoine net. Donc, je vous donne absolument tout ce que je fais de manière la plus transparente possible. Et dans cette série de vidéos, on voit à la fois mes portefeuilles en bourse, on voit ce qui se passe sur mon business et je vous donne tous les chiffres. Et on regarde également ce qui se passe au niveau de mes finances personnelles et de l'évolution de mon patrimoine. Donc, comme d'habitude, vous avez du coup une map qui est assez complète et vous pouvez la télécharger dans la description si vous voulez aller regarder quelques petits trucs en détail. C'est un des premiers liens sous la vidéo. On va attaquer comme la dernière fois par ce qui se passe sur mon portefeuille en bourse, le portefeuille SPAC. SPAC, c'est la stratégie que j'applique. SPAC veut dire socle passif pour le S et le P, et Action Quality pour du coup le A et le Q. Donc ce sont les deux pôles de mon portefeuille et on va aller voir la performance de ce portefeuille. J'ai récupéré les captures d'écran du 2 juin 2024, la dernière fois que j'ai fait un Road to 500K, le dernier épisode. Et aujourd'hui, on est le 13 août 2024 au moment où je tourne cette vidéo. Donc ce qu'on remarque directement avec la petite chute des marchés qu'il y a eu depuis la fin juillet, c'est que mon portefeuille a eu une petite baisse de performance. Je suis à un taux de rendement annualisé de 14,27% contre 14,90% le 2 juin 2024. Donc effectivement, j'ai eu une petite baisse, mais là où je suis très content, c'est que le 2 juin 2024, j'étais à 8,9% de performance depuis le début de l'année, contre aujourd'hui 10,7% de performance. Et si on pousse un peu plus loin, le MSCI World, mon indice de référence, était à 10,2 au moment du dernier Road to 500K, donc début juin, et toujours à 10,2% le 13 août 2024. Donc ce qu'on voit ici, c'est que mon portefeuille a mieux résisté à la chute sur le mois d'août. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir ici. C'est un peu petit, mais je suis à moins 3,3% sur le mois d'août, alors que le MSCI ACWI est à moins 4,4%. Donc on a une meilleure résistance de mon portefeuille et c'est exactement ce que j'essaie de mettre en place avec à la fois le socle passif qui donne la diversification au portefeuille, mais aussi les actions de qualité qui me permettent d'aller chercher plus de performance et aussi obtenir un portefeuille qui est plus résilient parce que les entreprises de qualité sont du coup des entreprises qui ont des business très solides, qui sont peu endettées, qui ont une bonne croissance et donc forcément quand les choses ralentissent au niveau macroéconomique, on a des entreprises qui performent toujours bien et leur business est peut-être moins impacté que des entreprises cycliques ou qui ont du coup des difficultés lors des phases économiques un peu plus difficiles. Comme je l'ai dit juste avant, j'ai deux pôles dans mon portefeuille en bourse. J'ai le socle passif avec les ETF et les actions quality. On va commencer par le socle passif et je vais vous expliquer ce que j'ai fait, les différents achats et les ventes que j'ai fait depuis le dernier Road to 500K. Donc ce qu'on voit déjà au niveau de la performance, c'est que je suis à 12,02% de taux de rendement annualisé contre 12,78% pour le MSCI ACWI. Donc mon portefeuille ETF sous-performe un tout petit peu son indice de référence et on voit qu'en 2024, il sous-performe pas mal. Donc 10,2 pour le ACWI, 6,9 pour mon portefeuille ETF. Pourquoi est-ce qu'il sous-performe? Tout simplement parce que la répartition aujourd'hui de mon portefeuille ETF n'est pas forcément celle du ACWI qui lui est très concentré sur les USA. Moi j'avais pas mal d'ETF européens, donc j'avais de l'Eurostock 600 pour être plus précis dans mon socle passif et j'en avais un pourcentage assez élevé tout simplement pour contrebalancer le fait que dans mon portefeuille d'actions individuelles, j'étais très focus sur les États-Unis. Donc en fait, pour garder une cohérence dans la globalité de mon portefeuille, j'avais des actions US individuelles et donc j'ai surpondéré l'ETF Europe qui lui sous-performe un petit peu le S&P 500 depuis du coup que j'ai commencé à investir et donc forcément ça impacte la performance de mon portefeuille ETF. Il y a des petites choses qui ont changé, vous allez voir quand on va parler des actions individuelles. Je commence à m'exposer à quelques actions européennes au niveau de mon portefeuille Action Quality. Donc forcément, je vais adapter la répartition de mon portefeuille socle passif de mes ETF donc pour essayer de retrouver un équilibre qui me permette à la fois d'avoir une bonne résilience, une bonne performance et une bonne diversification. Donc il va falloir que je travaille un tout petit peu sur la répartition de ce socle passif. Au niveau de mes achats et de mes ventes, alors je suis en train de vendre le Amundi Russell 2000
qui du coup est un ETF qui suit les petites capitalisations américaines. Pourquoi est-ce que je suis en train de vendre cet ETF? Tout simplement parce qu'il y a des études qui montrent que sur les 2000 entreprises du Russell 2000, il y en a plus de la moitié qui perdent de l'argent, qui sont non rentables. Donc ça ne me convient pas d'avoir un ETF qui a des actions qui perdent autant d'argent, en tout cas autant d'actions qui perdent de l'argent dans l'indice. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est me reconcentrer au niveau des États-Unis sur le S&P 500 à travers le BNP Paribas Easy S&P 500. Et j'ai d'ailleurs choisi cet ETF à travers différents critères que je vous ai expliqué dans une des dernières vidéos que j'ai fait, si ce n'est la dernière. Donc elle est disponible sur ma chaîne. Donc si vous voulez voir pourquoi est-ce que j'ai choisi le BNP Easy S&P 500, vous pouvez aller la voir. Mais voilà, en gros, j'ai vendu le Russell 2000 pour me reconcentrer sur le S&P 500, être sur un seul ETF américain. Et ensuite, via le stock picking, via le choix des actions de qualité, pourquoi pas m'exposer à quelques petites capitalisations, quelques small caps, mais que je vais sélectionner, et des small caps de qualité, et non pas laisser la place à environ 1000 entreprises qui perdent de l'argent dans mon portefeuille. Même si c'est un ETF, évidemment, c'est ce qu'on cherche avec les ETF, la diversification, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je veux faire. Ensuite, je continue de m'exposer via un ETP aux crypto-monnaies, donc c'est une petite partie de mon socle passif. Je m'expose également à une stratégie différente via le MSCI World Momentum, qui est un ETF Smart Beta. Le but de cette vidéo, c'est pas forcément de détailler ça, mais c'est un ETF que j'apprécie particulièrement. Et pour coller à mon allocation cible, j'ai également investi sur le MSCI Emerging Markets et ainsi m'exposer à des pays différents des États-Unis et des pays européens pour augmenter ma diversification globale au niveau des ETF et de mon socle passif. Maintenant, on va rentrer dans une des parties qui, je pense, vous intéresse beaucoup, c'est mon portefeuille actions. Parce qu'au final, c'est là que je fais le plus d'analyse pour essayer de prendre les meilleures décisions possibles. Et ce qu'on voit, c'est que le 2 juin, j'étais du coup à 15,84% de taux de rendement annualisé. Et ça n'a quasiment pas bougé puisque aujourd'hui, je suis à 15,81% de taux de rendement annualisé. Ce qu'on voit, c'est que effectivement, mon portefeuille a augmenté depuis la dernière fois. Je suis passé de 9,6% en 2024 à 12,6% en 2024. Et donc, j'ai pris 3%, alors que le S&P 500 était à 13,8% et est aujourd'hui à 14,8%. Donc, lui, il a pris 1%. Donc, depuis le dernier Road to 500K, donc depuis environ un mois et demi, j'ai mon portefeuille qui a surperformé de 2% le S&P 500, ce qui me permet ici de me rapprocher du coup de l'indice. Et c'est globalement aussi ce qui permet à mon portefeuille global de mieux performer ici, on l'a vu, avec 10,7% de performance depuis le début de l'année contre 10,2% pour le MSCI ACWI. C'est globalement tiré par les actions et par la performance de celle-ci. Et on en revient encore à tout le travail d'analyse qui est essentiel, c'est justement l'objectif de trouver des actions qui sont de qualité et qui vont être plus résilientes quand il y a des baisses de marché comme ce qu'on a pu vivre sur le début du mois d'août, puisqu'on peut voir au final également que sur mon portefeuille actions, j'ai fait moins 3,1 alors que le S&P 500 lui a fait moins 3,8%. Dans le dernier épisode, on m'a dit que c'était dommage que je ne montre pas l'intégralité de mon portefeuille actions. Donc le voilà, c'est toutes les actions que j'ai en portefeuille. Je ne vais pas toutes les détailler parce qu'il y en a, ce sont des convictions actuelles. Il y a également des actions que j'ai achetées il y a quelques temps et que je conserve, qui ne sont pas forcément des actions que j'achèterai aujourd'hui, comme par exemple Johnson & Johnson ou encore BlackRock. Ce ne serait pas forcément une action que j'achèterai aujourd'hui, mais ce ne sont pas pour autant des actions que je veux vendre d'ici demain, puisque ça reste des business qui sont quand même assez bien implantés et qui ont de beaux atouts. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai quand même de très belles performances. Et c'est assez intéressant de regarder que tout simplement, les actions qui ont une très bonne performance, donc en l'occurrence Carlyle ici, qui me fait 233%, j'ai fait un achat fin 2020. Donc, vous voyez ici, et en fait, j'ai plus touché depuis et elle m'a fait une performance hors norme. J'aurais dû potentiellement investir plus, mais au moment où je l'ai acheté, je ne pouvais pas savoir que ça allait aussi bien évoluer. Taiwan Semiconductor, pareil, c'est des actions que j'ai achetées en 2022 et je n'ai plus touché depuis. Apply Materials, pareil, c'était mi-2022, je n'ai plus touché depuis. Lockheed Martin, c'était 2021, je n'ai plus touché depuis. Merck, pareil, c'était 2020-2021. Donc, globalement, c'est pas une science exacte, mais ce qu'on voit, c'est que laisser le temps aux actions que vous avez sélectionnées porte ses fruits. Pas tout le temps, et quand ça ne porte pas ses fruits, il faut prendre des décisions pour essayer de réaxer notre portefeuille sur des actions de qualité qui ont plus de chances de bien performer dans le futur.
Mais globalement, on voit que les actions qui ont des grosses performances, avec parfois des actions qui touchent le x2, hein, le 100% de performance, on est sur des achats que j'ai fait il y a quelques temps. Et j'ai laissé le temps aux actions de performer. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et que je veux que vous reteniez de cette vidéo. C'est que parfois, vos actions, vous allez les choisir et elles vont vous donner raison au bout de 1, 2, 3 ans. Donc, si vous avez un horizon d'investissement long terme, comme ce que je peux avoir personnellement, ne jugez pas la performance de vos actions sur 2 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, mais jugez-les sur 1 an, 2 ans, 5 ans, voire même 10 ans, si parfois vous gardez des actions aussi longtemps. Ça, c'était un message qui, je pense, est important à passer aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait sur mon portefeuille? J'ai acheté 2 actions. Donc, j'ai acheté LVMH, qu'on va voir ensemble, et j'ai acheté Alphabet. Donc, Alphabet, c'est Google. LVMH, c'est la première action européenne que j'achète. Et pourquoi est-ce que j'ai acheté LVMH? Tout simplement parce que je pense qu'il y a une sanction qui est assez élevée sur LVMH. On voit que depuis son plus haut qui était ici, elle a fait une sacrée chute de quasiment 28%. Donc effectivement, il y a des indicateurs sur LVMH qui ont montré un ralentissement de la croissance, on va les voir après. Mais globalement, LVMH reste une entreprise qui est quand même très solide. Au niveau de l'analyse quantitative basée sur des données annuelles, j'obtiens une note de 16,10 sur 20, ce qui est vraiment une excellente note. Ça me donne 4 étoiles sur 5, ce qui est très bon. Et en plus de ça, on a quand même des forces au niveau de l'entreprise qui sont non négligeables. Chez LVMH, on a un portefeuille de marques très diversifié et prestigieux. C'est une entreprise qui opère dans le luxe, donc qui a un avantage concurrentiel assez élevé, qui est price maker, donc elle peut choisir ses prix bien plus facilement que les entreprises qui ont un avantage concurrentiel bien moins élevé que les entreprises du luxe et que LVMH en l'occurrence. Ils sont très forts dans l'innovation et l'excellence dans la création, c'est un peu leur marque de fabrique. Ils ont un positionnement fort dans les marchés clés, ils sont présents en Europe, aux États-Unis, en Asie. Ils ont une stratégie d'acquisition efficace. On ne construit pas un portefeuille de 70 marques comme ça qui fonctionne si on se trompe à chaque achat d'entreprise qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment une force de LVMH. Ils sont très bons en marketing et en distribution et ils ont une très bonne gestion et un très bon leadership avec Bernard Arnault. Donc globalement, c'est une entreprise qui a beaucoup d'avantages. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur LVMH. Si jamais ça vous intéresse, elle est disponible sur la chaîne. Vous aurez beaucoup plus de détails. Je ne vais pas tout refaire dans cette vidéo, ce n'est pas le but. Par contre, on va aller regarder les résultats de LVMH. Et effectivement, sur le dernier trimestre, donc le dernier semestre, pardon, on a des résultats qui ont été un petit peu décevants. Au niveau du bénéfice par action, donc c'est combien est-ce que l'entreprise génère de bénéfices par action. Donc on prend le bénéfice total de l'entreprise et on le divise par le nombre d'actions en circulation. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un bénéfice net par action qui a été reporté à hauteur de 14,56 €, alors que les analystes attendaient 15,28. Donc il y a eu une surprise négative au niveau du bénéfice par action, ça a été pareil au niveau du chiffre d'affaires, et globalement quand on regarde de manière annuelle, ici, ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas de croissance prévue pour 2024. On était à 30,33 pardon, en 2023 au niveau du bénéfice par action, et on attend 30,20 au niveau des analystes et des chiffres qui sont estimés pour l'année 2024. Pareil au niveau du chiffre d'affaires, on était à 86,15 milliards au niveau du chiffre d'affaires en 2023 et on attend 87,87 milliards, ce qui est une croissance qui est très faible. Donc globalement, c'est vrai que LVMH connaît un petit ralentissement. Et ce qu'on peut voir d'ailleurs avec les résultats qui ont été annoncés en juillet au niveau du premier semestre, c'est qu'on a un tassement de la marge opérationnelle, ils ont une hausse organique que de 1% au niveau du T2, les ventes de LVMH déçoivent légèrement, on a du coup, donc voit son bénéfice net plongé de 14%, donc effectivement tout ça, ce ne sont pas des bonnes nouvelles et ça a été sanctionné directement par les investisseurs, on a vu qu'il y a eu une baisse de quasiment 28% au niveau du prix de LVMH. Mais est-ce que ça vaut réellement une baisse de 28%? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et il ne faut pas se rappeler que LVMH est quand même une entreprise qui est énorme, qui est quand même une méga cap, très solide, très diversifiée, implantée dans le monde entier. Donc il peut y avoir des passages un petit peu difficiles pour les entreprises, c'est normal. Mais est-ce que ça veut dire que LVMH est fini? Est-ce que ça veut dire que LVMH ne va plus faire d'argent dans les années qui arrivent? Je pense pas. Et je ne suis pas le seul à ne pas penser ça, puisque quand on regarde les prévisions des analystes, on peut voir que certes, il n'y a pas de croissance en 2024, mais ensuite on remonte à 33,33
de bénéfices nets par action en 2025, 36,45 en 2026, 40,66 en 2027. Donc effectivement, ce sont que des estimations, c'est compliqué de se baser uniquement là-dessus, mais personne ne pense, en tout cas les analystes ne pensent pas que LVMH ne va plus du tout avoir de croissance. Et moi, je ne le pense pas non plus. Donc, je pense que c'est plutôt une opportunité. Peut-être que LVMH n'aura plus la croissance qu'elle a eue post-Covid comme elle a pu exploser ces dernières années. On avait pu voir ici en 2021 une très très belle explosion. On est passé à 23,89 de bénéfices par action, ce qui était assez énorme. Donc peut-être que ça ne va pas exploser autant entre les années pré-Covid et les années post-Covid, mais je ne pense pas que la croissance va s'arrêter. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On regarde la valorisation de l'entreprise. Et si l'entreprise est surévaluée, on ne va pas l'acheter. Déjà qu'elle est en train de ralentir un petit peu. En plus de ça, elle est surévaluée. Donc ce n'est pas forcément une opportunité. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'elle était à 870 €, elle ne m'intéressait pas du tout. Au niveau de mon système de valorisation, je vois qu'elle était surévaluée d'environ 19%. Par contre, au prix auquel elle est aujourd'hui, c'est-à-dire 632 € le 13 août, là, elle est intéressante. On est à moins 15,20% par rapport à sa valorisation idéale. Et du coup, c'est une position que j'ai commencé à ouvrir le 3 juillet, donc à un prix de 720 €. Donc, elle commençait à être à un prix juste. Et j'ai renforcé une deuxième action à 617 pour avoir du coup 2 actions LVMH aujourd'hui. Alors oui, je suis d'accord avec vous tous, c'est impossible de savoir si acheter LVMH aujourd'hui est un bon choix ou un mauvais choix. C'est seulement le futur qui va me permettre de savoir si je vais obtenir un retour sur investissement qui est à la hauteur de mes attentes. Par contre, j'ai fait tout le travail ici. Donc, on a vraiment tout le travail au niveau de l'analyse quantitative, tout le travail au niveau de l'analyse fondamentale, parce que là, vous voyez, c'est une seule question. J'ai demandé quelles sont les forces de l'entreprise. J'en ai 33 questions comme ça. Je vais checker quelle est l'activité de l'entreprise, quelles sont les différentes marques que compose LVMH, qui sont les clients, est-ce que les clients sont satisfaits, comment ça se passe en interne au niveau de la boîte, le management. Je vais regarder un petit peu la diversification géographique, où est-ce qu'ils vendent, les différents risques. Donc, je fais tout un travail qui est essentiel et qui me permet de minimiser au maximum les risques. Je sais que LVMH est une entreprise de qualité, qu'aujourd'hui, elle est à un prix intéressant. Donc, ce serait pour moi une erreur de ne pas profiter de cette opportunité-là. Donc, peut-être qu'elle aura moins de croissance. Il va falloir suivre les fondamentaux, suivre les prochains résultats semestriels et annuels pour voir si l'hypothèse que j'ai aujourd'hui sur LVMH se confirme dans le futur ou si les fondamentaux continuent de se dégrader. Je fais un petit aparté très rapide. Si jamais tu veux optimiser ta stratégie et comprendre sur quoi je me base pour optimiser la mienne, je t'ai tout expliqué dans l'atelier. Donc l'atelier, c'est une vidéo qui va t'expliquer absolument tout ce que je mets en place, te donner tous les tips pour que tu puisses le faire également de ton côté. C'est le premier lien en description ou le deuxième. Tu l'as directement en dessous de la vidéo, donc tu peux cliquer dessus et tu peux aller visionner cette vidéo. Tu auras encore plus de détails sur la stratégie que je mets en place et comment la mettre en place de ton côté également. Ok, la deuxième entreprise que j'ai achetée, c'est Google. Donc, on va refaire exactement le même travail au niveau de l'analyse quantitative, donc la croissance, la profitabilité, la rentabilité, la santé financière. Le dividende, il est non noté, mais il vient d'être annoncé, donc il faudra voir un peu comment ça va évoluer. Les différents scores que j'utilise au niveau des différents sites d'analystes et la performance passée. Tout ça, ça me permet d'obtenir une note et la note de Google, elle est excellente. 17,8 sur 20, c'est un beau 5 étoiles, 5 sur 5. Donc déjà, je sais qu'au niveau financier, c'est une boîte qui est très solide. Derrière, pareil que LVMH, on va faire un petit résumé au niveau des forces de l'entreprise. Évidemment, il faut pousser beaucoup plus loin, mais ce qu'on voit, c'est que Alphabet, donc Google, ont un large portefeuille de produits et de services. Donc, ils vont de la recherche en ligne avec du coup le moteur de recherche Google, la publicité, le cloud. Ils ont également des produits matériels, des technologies émergentes. Donc, c'est quand même une entreprise qui est diversifiée. Ils innovent en continu. Donc, ils ont Google Search, Android, YouTube, Google Maps qui ont changé la façon dont les gens accèdent à l'information, communiquent et interagissent en ligne. Ils sont aussi assez bien placés au niveau de l'intelligence artificielle. Ils sont donc leaders, donc ils ont un gros leadership dans la recherche et le développement avec du coup Google AI, Waymo, Verily, DeepMind qui sont du coup des filiales de Google. Et ils ont surtout une position très dominante dans la publicité en ligne
et ils ont du coup des infrastructures technologiques à l'échelle mondiale avec le cloud qui est quelque chose qui rapporte énormément d'argent aux entreprises de la tech telles que Amazon, Microsoft et Google. Ce sont les trois grandes boîtes qui gagnent énormément d'argent avec les centres de données, et les systèmes de cloud. Donc globalement, c'est une boîte qui est très très bien placée et qui fait énormément d'argent. Je ne vous détaille pas tout ce qu'il faut savoir sur Google, ça prendrait des heures, mais ce qu'on va regarder par contre, c'est l'évolution de celle-ci. Au niveau des résultats trimestriels, ce qu'on peut voir, c'est que les résultats du Q2, donc le dernier trimestre en date, ont été plutôt très bons. On est à 1,89 de bénéfices net par action, alors qu'au Q2 2023, on va le comparer au même trimestre de l'année d'avant. Ça ne fait pas sens de le comparer à un autre trimestre puisqu'il y a toujours un effet de saisonnalité. Donc quand on compare le Q2 2023 et le Q2 2024, on peut voir qu'on passe de 1,44 $ de bénéfices net par action à 1,89, ce qui est plutôt très positif. Au niveau des revenus, c'est pareil. On était à 74 milliards sur le Q2 2023 et 84 milliards sur le Q2 2024. Donc c'est excellent. Au niveau annuel, c'est exactement pareil. On est vraiment sur une belle croissance. Donc on était en 2022 à 4,56, en 2023 à 5,80 et il y a une estimation en 2024 à 7,64. Donc une très forte croissance. Et c'est plutôt bien parti d'après ce qu'on voit au niveau des résultats. Et les prévisions sont excellentes aussi, puisqu'on voit qu'en 2025, on a un bénéfice estimé par action de 8,68, 9,95 en 2026, 11,59 en 2027. Donc toujours pareil, ce sont des estimations, mais globalement, les analystes sont très positifs sur l'entreprise. Je suis également très confiant sur Google après avoir fait mon analyse dessus. Et la seule chose que je vais regarder, c'est cette dépendance à la publicité, puisque aujourd'hui, on le sait, Google gagne énormément d'argent et gagne une majorité de ses revenus d'ailleurs grâce à la publicité en ligne. Donc il va falloir regarder et observer Google pour savoir s'ils arrivent à diversifier un petit peu les revenus, s'ils arrivent à être compétitifs dans le cloud par rapport aux deux mastodontes qui sont Amazon avec AWS et Microsoft avec Azure. Donc il va falloir surveiller tout ça. Par contre, comme pour LVMH, on regarde un petit peu la valorisation et ce que je vois aujourd'hui, c'est que la valorisation de Google est du coup intéressante. Elle paraît sous-évaluée par rapport à ses fondamentaux. Elle est, d'après mon calcul et d'après mon système de valorisation, à moins 11,95%. Donc ce que j'ai fait le 6 août, c'est assez récent, c'était il y a moins d'une semaine, c'est que j'ai acheté 2,50 actions au cours de 159 582 pour un montant de environ 400 $. Et d'ailleurs, j'ai reçu le premier dividende de Google le 17 juin pour 3,93 $ brut, parce que derrière, il y a eu effectivement le prélèvement à la source qui a été effectué de 15% au niveau des États-Unis. Voilà pour le portefeuille bourse. J'espère que j'ai pas fait trop long, mais au moins je vous ai détaillé un petit peu les choses et les réflexions que j'ai, les actions que j'ai achetées, pourquoi est-ce que je les ai achetées. Et on va passer sur la partie business, on va passer un petit peu plus vite. Donc ce qu'on va regarder, c'est les chiffres de juin et les chiffres de juillet, puisque la dernière fois que j'ai fait une vidéo, on n'avait pas ces chiffres-là. Donc au niveau du mois de juin, j'ai eu un petit peu moins de chiffre d'affaires, mais ce n'était pas forcément une baisse du chiffre d'affaires global. C'est juste que les virements ne sont pas partis à la fin du mois. J'ai fait pas mal de chiffre d'affaires à la fin du mois, sauf que j'encaisse via un processeur de paiement, via Stripe. Et Stripe fait les virements 3 à 4 jours après. Mais je crois que c'est 3 à 4 jours ouvrables. Et du coup, il y avait un week-end en fin de mois et en fait, ça m'a tout décalé. Donc, j'ai reçu en fait beaucoup d'argent le mois d'après. Et ce qu'on voit d'ailleurs ici, j'ai encaissé 17 274 € de chiffre d'affaires en juillet contre 10 783 € en juin. Ce que j'ai remarqué en juin, c'est que j'ai eu du coup pas mal de dépenses. J'ai eu 10 247 € de dépenses au total. Une grande majorité, c'est pour mon équipe, donc les personnes qui travaillent avec moi. Environ 60% de ces dépenses sont pour l'équipe. Ensuite, on a les logiciels. Il y a pas mal de taxes, 2813 €. Ça comprend à la fois la TVA et aussi l'impôt sur les sociétés. Et ensuite, j'avais payé un coaching à environ 1000 €, ce qui me faisait pas mal de dépenses avec 10 247. Donc, le bénéfice brut, je vous rappelle, c'est donc le chiffre d'affaires moins les dépenses opérationnelles. Donc, on va dire les équipes, les logiciels. Et je n'inclus pas les taxes, puisque ça, du coup, c'est pour le bénéfice net. Donc, j'ai un bénéfice brut de 3349 avec 31% de marge brute.
c'est exactement pareil que pour les actions en bourse, hein, c'est la même analyse. Et ma marge nette à environ 5%, donc pour 536 euros. C'était excessivement faible pour le type de business que je fais, mais je pense qu'il y a eu un... du coup, voilà, c'était un concours de circonstances, puisque le mois de juillet a été quand même bien plus intéressant. 17 274 euros de chiffre d'affaires généré. Les dépenses ont été assez élevées, donc pareil, une augmentation au niveau des dépenses de mes équipes, parce que je devais payer un mois en retard à une personne de mon équipe, parce qu'on avait eu un problème de facture. C'était pas moi qui ne paye pas les gens, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on avait un petit retard là-dessus. J'ai pris un nouveau logiciel qui va normalement m'aider à développer mon activité. J'ai eu un peu moins de taxes puisque l'impôt sur les sociétés se fait prélever de manière trimestrielle. Et ensuite, j'ai payé du coup une prestation avec un fiscaliste qui s'élève à environ 1800-2000 euros pour qu'il m'aide à structurer mes sociétés pour potentiellement créer un montage holding ou en tout cas voir si c'est utile au stade où j'en suis. Mais voilà, me donner des pistes pour essayer d'optimiser les choses. Ce qui fait qu'au final, j'ai eu un bénéfice brut d'environ 36% et un bénéfice net de quasiment 28%. Donc voilà, du coup un bénéfice net de 4783 euros. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que j'ai commencé à placer du cash sur un compte à terme en attendant de faire des investissements plus poussés à travers la holding normalement. Et j'ai les premiers intérêts qui tombent et qui commencent à être intéressants, mine de rien, puisque j'ai eu 131 euros d'intérêt le mois dernier. Donc mine de rien, ça commence à être assez intéressant de placer son argent. Sachant que le taux d'intérêt du compte à terme est, si je ne dis pas de bêtises, de 3,76%. Et évidemment, ce n'est pas net, puisque derrière, je vais avoir l'imposition dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon business dans les prochains mois? Donc, le principal problème que j'ai remarqué, c'est que je dépense trop d'argent. J'ai trop de dépenses, donc j'ai un problème de rentabilité. J'ai ma rentabilité qui chute et on le verra. D'ailleurs, on peut le voir directement ici. Au niveau de mes revenus. Alors, pardon, c'est où? C'est ici. Donc, vous voyez, au niveau de mes revenus, au niveau de la SASU, on est ici. Donc, globalement, on est assez identique, hein, entre, en moyenne, on va dire aux alentours de 15 000. Et par contre, au niveau des dépenses, vous voyez qu'en janvier, février, j'étais aux alentours de 2006, on va dire, aux alentours de 3 000. Ensuite, ça a explosé. Et plus on avance, plus ça explose. Donc il va falloir que je fasse vraiment attention à ça, puisque c'est exactement pareil que pour les finances personnelles. Il faut contrôler nos dépenses, parce que si on dépense plus que ce que l'on gagne, c'est là qu'il y a un problème dans l'équation. Donc il va falloir que je fasse attention à la rentabilité. Pour ça, il va falloir que je contrôle les dépenses. Et pour contrôler les dépenses, je vais stopper tout ce qui est formation et services. Là, je pense que j'ai pris tous les logiciels, je pense que j'ai les formations qu'il me faut et je pense que j'ai payé les services des personnes qui devaient m'aider. Tout ça, c'est fait. Maintenant, si je veux évoluer et si je veux gagner en rentabilité et si je veux continuer d'avancer, il va falloir que je le fasse avec tout ce que j'ai appris et il va falloir que je compte sur moi-même et non pas par le biais d'autres personnes et par le biais de nouveaux recrutements. Donc pareil, je veux stopper le recrutement. Je pense que j'ai l'équipe qu'il me faut aujourd'hui. Je n'ai pas forcément besoin d'aller chercher plus de personnes. Les personnes qui travaillent avec moi sont très compétentes et travaillent très bien. Donc voilà, ça va passer par l'optimisation de tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une organisation au niveau de mon activité qui me permet d'aller chercher peut-être 25-30 000 euros de chiffre d'affaires encaissé par mois. Je peux encaisser le volume avec les équipes, je peux gérer les personnes en interne au niveau du programme, puisque du coup j'ai quelqu'un qui m'aide également à l'intérieur du programme pour qu'on puisse récolter les données pour les analyses, pour répondre aux questions des gens, pour plein de tâches qu'il y a à faire dans le programme. Donc je pense que j'ai du coup la structure pour aller chercher plus au niveau de mon activité. Mais maintenant, ça va être à moi de travailler pour essayer d'aller chercher du coup plus de personnes qui s'intéressent à ce que je fais. Il y a également l'enregistrement pour devenir CIF agréé qui va se faire dans les prochains mois, puisque je vais vous en parler juste après, mais il y a toujours des améliorations qui se font au niveau du programme SPAC et je l'ai mis ici, mais une des améliorations, c'est que j'ai réussi l'AMF. Donc j'ai passé l'AMF le 31 juillet, j'ai eu des bons scores. Donc aujourd'hui, j'ai à la fois le diplôme de conseiller en investissement financier et j'ai la certification AMF. Donc j'ai les deux prérequis pour m'enregistrer au niveau des instances qui gèrent les conseillers financiers. Et c'est quelque chose que je vais mettre en route très rapidement pour être agréé.
Ensuite, au niveau des améliorations du programme, et c'est quelque chose que je mets en avant parce que le programme doit, à mon sens, évoluer sans cesse pour que les gens à l'intérieur soient satisfaits et que de nouvelles personnes soient intéressées pour nous rejoindre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un Slack. C'est du coup une plateforme communautaire où on peut discuter de manière beaucoup plus rapide. Et ce que je fais par exemple, c'est que je vais donner en direct tous les achats que je fais. Donc, imaginons LVMH. J'ai acheté LVMH, 2 minutes après, ils savaient pourquoi j'ai acheté LVMH, à combien j'ai acheté LVMH. Et du coup, ils avaient l'analyse également disponible dans l'espace Notion sur lequel j'ai toute une base de données avec les analyses à disposition des membres. Ce que j'ai prévu également comme amélioration et ce qu'on a déjà mis en place, c'est qu'avec Gwen, du coup, mon bras droit, mon associé, on va faire également des rapports à chaque résultat trimestriel sur les entreprises que je considère de qualité et qu'on a analysées. Donc ici, vous avez par exemple l'entreprise, il me semble, Apple. Donc c'est Apple. Donc vous voyez qu'on a le Q3 ici avec du coup le rapport du troisième trimestre, les statistiques clés de ce troisième trimestre et les paragraphes clés donnés dans le rapport pour qu'on puisse suivre l'évolution trimestre après trimestre et qu'on puisse le donner aux membres pour qu'ils y aient accès directement et qu'ils gagnent énormément de temps, que ce soit sur l'analyse initiale des entreprises, mais également sur le suivi des entreprises avec les résultats trimestriels. Donc ça, c'est une amélioration qu'on vient de mettre en place. Toujours pareil, si tu veux en savoir plus sur le programme, il y a l'atelier en bio qui va t'expliquer du coup ce que j'ai mis en place, la stratégie que j'ai mis en place et comment est-ce que je peux t'aider à mettre ça en place avec le programme SPAC. Et c'est là-dedans qu'on retrouve un petit peu tout l'aspect communautaire, les analyses, etc. Ok, troisième point, j'ai beaucoup parlé, mais on va parler de mes finances et du coup de mon patrimoine. Donc au niveau de mes revenus dépenses, donc sur le mois de juin, j'étais à 19 761 € de revenus totaux et 29 092 € de revenus totaux sur le mois de juillet. Donc au niveau des revenus de mon activité en ligne, on les a vus juste avant, c'est ceci. Et il y a une petite... du coup, alors il y a deux choses qui sont un peu étranges au niveau des revenus. Ici, 8 218 € en perso, j'ai eu une donation d'un de mes grands-parents, donc voilà, forcément ça a augmenté un petit peu, je l'ai compté ici. Et j'ai eu 10 213 € au niveau de la kiné, donc j'ai bien arrêté mon activité, mais j'ai eu un remboursement des impôts à hauteur de 8 000 €, c'est ce que j'ai mis ici. Et donc forcément, ça fait une entrée sur le compte sur lequel en fait mes impôts étaient prélevés, c'était mon compte pro kiné, donc je l'ai noté ici. Au niveau de mes dépenses, donc j'ai eu également pas mal de dépenses au niveau de la kiné, tout simplement parce que j'avais un trop perçu à rendre à la Sécu à hauteur de 7 200 €. Donc au final, les impôts que j'ai récupérés, je les ai rebalancés à la Sécu directement. Donc ça fait, j'ai juste fait l'intermédiaire entre l'État et la Sécu. Mais voilà, j'ai remboursé ça et mon entreprise de kiné va être clôturée normalement fin août à partir du moment où du coup les personnes qui gèrent tout ça reviennent de vacances. Au niveau de mon récap professionnel, je rappelle, mon récap professionnel, c'est à la fois mes revenus de mon activité en ligne et mes revenus de mon activité de kiné, ou en tout cas de mon compte de kiné, jusqu'à ce qu'il soit clôturé. Donc globalement, j'étais à 27 488 € en juillet, 11 544 € en juin, avec du coup des dépenses plus élevées en juin que ce que j'avais gagné, donc un déficit de 934 €, et ensuite 5 474 € de bénéfices sur le mois de juillet. Et on voit qu'au global, sur l'année, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec des moyennes parce que ça permet de prendre du recul, surtout quand on est indépendant comme moi et comme peut-être pas mal de personnes qui regardent cette vidéo. On va à la fois du coup lisser les événements exceptionnels qui sont positifs, comme ce que j'avais pu avoir en janvier avec du coup énormément de revenus vu que j'avais clôturé et facturé tous mes patients et assez peu de dépenses. Et ensuite les mois un petit peu plus difficiles comme ce que j'ai pu avoir en mai et en juin. Ensuite, au niveau perso, je suis toujours assez content puisque je contrôle bien mes dépenses. Vous voyez que ça tourne aux alentours de 3 000, 3 300 €, sachant que j'ai 1 500 € de crédit, je ne dépense pas énormément. Je suis à 3 235 € de moyenne et comme je vous l'ai dit, j'ai 1 500 € de crédit, j'ai quelques abonnements pour la salle de sport. Donc globalement, je dois dépenser entre 1 000 et 1 200 € par mois en personnel, ce qui est assez faible. Et donc cette bonne gestion au niveau de mes dépenses personnelles me permet de garder pas mal de cash. Donc c'est pas que du cash perso puisque on l'a vu ensemble, il y a pas mal de cash qui est directement sur ma société, donc c'est la trésorerie, c'est pas du cash personnel, mais dans la globalité j'arrive à garder plus de cash que ce que j'en dépense et donc derrière je vais pouvoir investir quand j'aurai du coup toute la structure en place
pour investir directement à travers mes sociétés. J'ai également compté ici, c'est pas vraiment personnel, c'est plus professionnel puisque le compte à terme est basé sur ma société, mais c'est un revenu qui est passif, donc je l'ai ajouté ici. Ça permet de voir un petit peu combien de revenus passifs j'arrive à générer avec mes investissements liquides, avec mes dividendes et le compte à terme. Et ce qu'on voit ici, c'est que quand même le compte à terme fait que mes revenus passifs sont pas mal augmentés par rapport au début d'année. Parce que j'étais en dessous de 100 euros et depuis que j'ai le compte à terme, je suis passé à 125, 175 et 156 euros. Pour finir, on va regarder l'évolution de mon patrimoine. Donc on a le 1er juin 2024 et le 1er août 2024. Globalement, ce qu'on voit, c'est que j'ai un tout petit peu plus de cash, 13,1% contre 11,8%. Ensuite, la bourse a diminué un tout petit peu. Donc c'est dû à la chute de la bourse, mais c'est aussi dû au fait que j'ai de plus en plus de trésorerie sur ma société. Et celle-ci prend de plus en plus de place. Au niveau de l'évolution de mon patrimoine net, donc ce qu'on voit, c'est que je suis passé de 242 985 euros à 248 535 euros. Donc je suis quasiment à la moitié du Road to 500K, quasiment à 250 000. Et j'ai fait une évolution depuis le début de l'année de 38,50%. Ce qu'on voit du coup sur ce tableau est très intéressant puisque j'ai commencé à faire ce travail en 2021. J'étais à 77 787 euros. J'ai fait une évolution de 42% en un an pour atteindre 110 687 euros. Ensuite, j'ai évolué de 21% pour atteindre 134,49. Ensuite, j'ai évolué de 34% sur l'année 2023 pour atteindre 179 452 euros. Et ce qu'on voit en cours d'année, c'est que aujourd'hui, je suis à 248 535 euros, une évolution de quasiment 70 000 euros. Et j'ai une évolution qui est supérieure aux 2 dernières années alors qu'on vient à peine de passer la moitié de l'année. Donc, j'ai l'impression que ça y est, au bout de 4-5 ans, il y a un peu les intérêts composés qui se mettent en place. Il y a mon activité, mon business qui commence à apporter ses fruits et à m'apporter du coup du cash que je vais pouvoir utiliser pour réinvestir. Et voilà, j'ai l'impression que la roue est lancée. À moi d'être intelligent et de ne pas faire n'importe quoi pour essayer d'optimiser le maximum de choses et devenir 100% libre financièrement le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a dû être un peu longue, mais j'espère que les détails que je vous ai apportés vous ont plu. C'était assez brut. Voilà, si vous voulez retrouver le dernier épisode de Road to 500K, je vous le mets par ici. Au moins, vous aurez le contexte par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Clément.